Bonjour Alexandre, bienvenue sur la chaîne YouTube Neuro Impact. Aujourd'hui, je t'invite pour qu'on puisse parler autour de trois thématiques principales, donc l'entrepreneuriat, le mindset et le coaching. Alors, comment tu vas tout d'abord? Ah bah ça va très bien. Merci de l'invitation. Bon, génial. Bah écoute, pour commencer, si tu peux te présenter, nous faire une petite présentation de ton parcours, ce qui t'anime aujourd'hui. Ouais, carrément. Du coup, Alexandre, j'ai 33 ans. Je viens d'emménager en Suisse, à côté de Genève. Alors moi, je suis spécialisé dans tout ce qui tourne autour des archétypes, du coaching archétypal, de la thérapie archétypale. Et les archétypes, ce sont ces programmes inconscients qui font que l'on est ce que l'on est et que parfois on est attiré ou repoussé par certaines personnes, par certains produits. Tout ça, on l'explique pas forcément et les archétypes viennent l'expliquer. Moi, j'ai commencé mon parcours entrepreneurial en 2015-2017, période où j'étais en pleine quête de moi-même. En fait, j'ai fait la rencontre du développement personnel à cette époque, de mon mentor. Et puis, j'ai découvert les archétypes, puis d'autres outils de connaissance de soi qui m'ont énormément aidé. Et puis, j'ai vraiment commencé à faire ce que je fais en 2017, où j'allais transmettre des outils de connaissance de soi que moi je venais de découvrir, et j'allais transmettre ça auprès des jeunes dans les établissements scolaires. Je me dis, waouh, putain, c'est ça que j'aurais voulu avoir, ça m'aurait aidé à gagner en confiance, à savoir qui je suis, comment je fonctionne. Et donc j'ai commencé comme ça à transmettre dans les établissements. Et puis après, je me suis dirigé vers le coaching d'orientation scolaire, puis professionnelle. Et donc j'ai fait ça jusqu'à... bon, je le fais toujours un peu en off, mais je mets beaucoup moins d'énergie là-dedans. Ça représente que 20% de mon activité aujourd'hui. Et puis je suis allé former des enseignants, j'ai fait des dispositifs pour les écoles. Et, euh, et puis j'ai réussi à faire rentrer comme ça les archétypes de Jung même dans le système éducatif. Et puis c'est que à partir de ce début d'année 2025 où je savais que j'allais pivoter de toute façon de l'orientation à que coaching archétypal, thérapie archétypale, parce que c'est vraiment là où je m'amuse le plus et où je vois le plus de transformation. Et même dans mes accompagnements, c'est ce que j'utilisais le plus. Donc j'ai pivoté cette année essentiellement sur le sujet. Et on venait me chercher déjà depuis 2021-22. On avait déjà associé plus ou moins mon nom à archétype. Et certains venaient que pour ça, sauf que je me sentais pas prêt parce que c'est un sujet qui est très large et je me sentais pas de le maîtriser comme il fallait que je le maîtrise pour le transmettre. Donc je me suis laissé le temps. Et, euh, et puis il était temps, début 2025, où là j'avais tout ce que je rêvais d'avoir jusqu'à présent. Ok, génial. Parcours hyper riche. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement à toi, les archétypes, sur toi? Ouais, les archétypes, déjà, ça m'a permis de comprendre pourquoi je faisais les choses. Il y a des schémas que je répétais, ne serait-ce, tu vois, 2015-2017, j'étais dans une relation amoureuse passionnelle qui m'a fait beaucoup de mal. Et en fait, j'avais tendance à refaire toujours le même schéma, toujours être attiré par le même archétype de personne. Et, euh, et en fait, ça m'a permis de comprendre ça, comprendre qu'est-ce que je projetais chez eux et d'en sortir. Donc, d'un point de vue relationnel, dans mon couple, ça a changé énormément de choses. Euh, et dans le rapport à moi, ça a permis vraiment de comprendre pourquoi je faisais les choses, d'où est-ce que je venais et où est-ce que j'allais. Donc, il y a deux outils qui ont changé ma vie, moi, c'est de un, les archétypes pour ça, pour comprendre l'histoire que je vis inconsciemment et d'où viennent mes blocages, puisque les archétypes, c'est vraiment comme des personnages qui vivent leur vie à l'intérieur de notre inconscient. Et si on ne sait pas ce qui se vit, ben, on bloque ou, euh, ou on s'expanse si on est aligné avec celui-ci. Donc les archétypes et puis la process communication qui m'a permis de comprendre comment je fonctionnais. Les deux outils que j'utilise ensemble. Ok. Ok, génial. Et aujourd'hui, tu le partages au grand public, donc dans le milieu entrepreneurial. Qu'est-ce que tu veux apporter justement à travers tes formations Mastery Pro? C'est bien ça? Ouais, archétype mastery. Archi- Ce que je veux apporter, déjà, c'est tout ce qu'il y a à savoir avec les archétypes, tout ce qu'il y a à savoir sur le coaching archétypal, sur la thérapie archétypale. On est tous sur une trame inconsciente et en fait, tu me mets face à quelqu'un et tu peux identifier c'est quoi la thématique
et l'enjeu qui traverse dans sa vie et Hmm. quel est l'archétype qui motive cet enjeu-là. Donc tu peux identifier tout ça et en fait, ça va même au-delà d'un simple outil de coaching. Euh, il y a, alors c'est un outil qui vient de Carl Gustav Jung, le fameux psychiatre, et lui, il a mis en évidence qu'on était tous sur un chemin d'individuation. Et en fait, les archétypes permettent d'accélérer ce chemin, de comprendre l'histoire que l'on vit et d'aller rencontrer ce grand soi, entre guillemets, quand l'humain rencontre le divin, si je peux résumer comme ça. Et les archétypes permettent de favoriser cette rencontre. Et quand tu l'as fait, c'est une rencontre que tu fais à l'intérieur de toi et avec toi-même, tu, tu te sens tellement galvanisé. Tu as l'impression que même tes projets, les gens reconnaissent celui que tu portes. Des opportunités viennent. Tu vois, ben, j'ai été édité par par la maison d'édition Nathan pour un dispositif pour les collèges. Moi, je rêvais d'être édité, d'être reconnu dans le milieu éducatif. Dedans, il y a les archétypes pour les collégiens. Et bien, cette opportunité-là, elle est venue parce que je transpirais mes archétypes, entre guillemets. Hmm. Et vu que chaque archétype euh, vit un mythe, alors moi, j'ai façonné un mythe autour des archétypes qui m'animaient. Et ça m'a ouvert des portes. Donc, c'est aussi prendre conscience de ça quand on est entrepreneur. C'est que les gens vont acheter chez nous le mythe qu'on dégage. Comme un homme politique, on va voter pour lui, on pense que c'est pour son programme. Personne lit les programmes en réalité. On vote pour le mythe que la personne dégage. Et je trouve que on a tendance à l'oublier, mais tout est mythologique dans nos vies. Si ça se passe bien dans notre relation de couple, c'est qu'on est sur une histoire qui fait sens pour tous les deux. Si ça se passe mal, c'est qu'il y en a un qui vit une histoire et l'autre, il vit pas la même. D'un point de vue entrepreneuriat, j'attire des mauvais clients. Peut-être qu'en fait, je transpire une histoire qui attire ces personnes-là. Hmm. J'attire les bons clients. Ah bah, peut-être que je vis une histoire qui parle à mes clients idéaux. Et donc, c'est super large, c'est super complet et c'est passionnant. Je confirme, pour être présent dans ta formation Archetype Mastery, c'est vrai que c'est une vraie révélation. Moi qui suis issu de la formation et du coaching, donc j'avais déjà suivi un process de coaching pour être coach professionnel. Puis finalement, j'ai été appelé par ta formation. Et c'est vrai qu'on sent vraiment qu'on passe un niveau au-dessus dans l'accompagnement, que ce soit sur le branding, sur le coaching pur, puisqu'on accède du coup à des informations qu'on n'avait pas dans le coaching professionnel, d'accéder à la part d'ombre de nos clients, nos coachés. Ça reste quand même assez qualitatif, puisque dans le coaching classique, on peut s'arrêter seulement à des croyances limitantes ou des limites limitantes et après quelques fondamentaux. Mais c'est vrai que là, voilà, on pousse le niveau au-dessus et dans l'accompagnement, c'est une manière, je pense, pour moi, d'accélérer la réussite ou de maximiser les chances de réussite de nos clients, puisqu'on a quasi toutes les billes en main. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, en fait, ce que je trouve fascinant avec le coaching archétypal de manière générale, c'est que derrière, c'est quand même rattaché à la psychologie de Jung. Et Jung, pour moi, c'est le boss de la psycho, qui aujourd'hui, c'est dommage, il n'est pas étudié tant que ça, même quand on fait des masters en psychologie, parce qu'il a ce côté un petit peu mystique et symbolique, et on veut quelque chose de très cartésien dans les universités. Et puis dans le coaching, on peut le survoler. Et encore, il y a plein de formations où on ne va pas aborder Jung. Alors donc vraiment, il permet de comprendre le masque que la personne porte, ce qu'elle veut refléter aux gens, mais qui n'est pas forcément encore présent à l'intérieur. Et c'est pour ça, des fois, tu as une sorte de dissociation entre ce que je prétends que je suis et ce que je vis que je suis. Mm. Et ça peut être frustrant d'afficher une image qui n'est pas forcément la nôtre. Et donc, tu as cette partie sur le masque, comment la personne se voit et qu'est-ce qu'elle veut qu'on voie d'elle. Puis elle prend conscience en même temps que les personnes à l'extérieur projettent sur elle un masque et puis qu'on peut influencer cette perception que les autres ont de nous, simplement en transpirant nos archétypes. Et puis la part d'ombre qui est juste incroyable, le fameux shadow work. Certains appellent le light work parce que c'est en explorant nos ombres qu'on trouve aussi notre lumière. Et chaque archétype c'est comme tout, hein, c'est comme le yin et le yang, sa part de lumière, sa part d'ombre. Et, euh, et ce qui est fascinant, c'est de prendre conscience que, par exemple, je prends un exemple personnel, je suis animé du sage, du magicien,
Et dans mon archétype du sage, il y a cette tendance facile à, waouh, en fait, je suis pas prêt. J'ai découvert une connaissance, je veux transmettre quelque chose, mais pendant que je lis quelque chose, je me dis, oh putain, ça viendrait enrichir ma connaissance. Et en fait, toujours cette quête de connaissance incessante qui est dans le fond un prétexte à procrastiner ce que je veux vraiment faire. Il y a parfois cette quête de l'excellence aussi, qui est pareil, une bonne façon de s'auto-saboter dans le temps, puisque tu es tout le temps en train de tailler ta pierre, entre guillemets, tailler ton expertise, sauf que tu n'es jamais sachant de tout, et ça micmac. Je peux prendre notre exemple du magicien. Je vois beaucoup ça aussi dans notre milieu de l'accompagnement. Pour moi, le coaching, c'est l'archétype du magicien. Et il y a pas mal de dérives dans notre milieu, de gouroutisme, entre guillemets. Alors, c'est un parti pris pour le branding, et ça peut être utile. Mais je vois qu'il y a aussi pas mal de mauvaises perceptions, du moins quand on travaille avec des institutions, et moi, c'est ce que j'étais amené à faire. Et j'ai mesuré cette mauvaise image qu'on pouvait avoir. Parce que le magicien est là pour transformer les gens, transformer le monde, mais tout le monde n'est pas prêt à cette transformation. Ça peut être un discours un peu parfois qui fait peur parce qu'il est visionnaire ou pour certains ésotérique. Le magicien, c'est Merlin l'Enchanteur. Et pour certains, Merlin, c'est un génie qui aide Arthur à passer du roi Arthur, mais pour une partie du village, Merlin, il est aussi fou. Et donc, ça fait partie de l'ombre du magicien. Quand je suis pas assis dans la réalité, dans moi-même, et que je suis trop dans des délires ésotériques, ça peut faire peur. Et donc ça permet de prendre conscience de tout ça, ces ombres qui nous animent et puis qui pourraient nous jouer des tours. Tu vois? Ok, je te remercie. Donc finalement, c'est se réconcilier avec sa part d'ombre pour l'accepter et du coup utiliser son archétype dominant ou ses archétypes dominants à bon escient. C'est exactement ça. Je trouve qu'il y a un bon parallèle à faire, c'est dans Star Wars. Dans Star Wars, le côté obscur est très attirant parce que en fait le pouvoir est là et c'est pour ça qu'Anakin tombe dedans. Et il y a pour ceux qui sont connaissants de Star Wars, il y a Mace Windu qui est joué par Samuel L. Jackson, qui lui est très puissant comme un Jedi, mais parce qu'en fait il maîtrise aussi, il va aussi puiser dans le côté obscur sans forcément tomber dedans. Et donc c'est être conscient de ses parts d'ombre chez soi et de les utiliser à son avantage, sans se faire happer par celle-ci. Tu vois, les archétypes, en fait, ils nous possèdent avant que nous les possédions. 95% de ce qu'on fait dans notre vie, ça découle directement de ce qui se joue dans l'inconscient. Et donc, tu vois, moi, je vais même jusqu'à questionner le libre arbitre. Est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre? Bah, pour moi, le libre arbitre est aussi conditionné par ces programmes inconscients qui sont chez nous. Donc, l'inconscient, ben, est vraiment à l'origine de notre comportement et de qui l'on est. Et donc, c'est eux qui nous possèdent. J'ai l'impression que je suis bloqué, mais non, je suis pas bloqué. C'est juste qu'il y a une dynamique archétypale et inconsciente qui joue en moi qui me donne l'impression d'être bloqué. Parce que mon inconscient est pas du tout aligné avec là où consciemment je vais. Si je mets ça en évidence, je peux m'aligner. Je m'aligne avec mon subconscient et c'est là où les portes s'ouvrent. Un bon exemple pour les entrepreneurs, c'est, imagine, je veux monter ma boîte, je veux aller dans l'archétype du magicien, par exemple, on est dans l'accompagnement. Pour beaucoup, c'est ça. Moi, mes clients, ils vont dans le magicien, ils veulent prendre leur place, sauf que pour certains, ils viennent du salariat. Et donc, là, il y a cet appel de l'indépendance, prendre sa place, beaucoup de responsabilités, monter sa boîte. Sauf que tout ça, waouh, c'est des responsabilités, justement, et je n'ai pas forcément envie, je suis pas forcément à l'aise avec ça. Et donc, en parallèle, il y a un besoin de sécurité qui va se créer, un autre archétype qui va s'activer, le fameux archétype de l'innocent. Et là, la personne, sans s'en rendre compte, il y a deux histoires qui se jouent à l'intérieur. Celle de let's go, j'y vais, je prends ma place. Et à la fois mais si je prends ma place, c'est dangereux, les gens de mon entourage, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je crée ma boîte, je quitte le salariat. Ouah, mais si je crée ma boîte, je vais avoir des responsabilités, je vais payer des charges, et si je trouve pas de clients, et ma sécurité financière. Et donc, ces deux chemins intérieurs font une sorte de conflit qui peut freiner ça, malmener ça, et faire que, en fait,
je perds ma plénitude, je, je questionne même ce que je fais, parce que à l'intérieur, c'est pas à l'aise, il y a deux histoires qui se jouent. Et juste le fait de le nommer et de voir comment ces deux entités en soi vivent et comment elles pourraient communier plutôt que d'aller chacun dans leur direction, ça fait déjà une grosse partie du travail. Ok, je te remercie. Alors, est-ce que tu pourrais, comment tu nommerais les archétypes? Enfin, tu en définis 12 principalement en nous, c'est ça? Ouais, alors 12 dans le modèle que j'utilise. Carl Gustav Jung, on utilisait d'autres. T'as aussi, alors, on dit que ces 12 archétypes viennent de Jung, mais en fait, il a parlé de plein d'archétypes. Il y a la mère, qui est moi l'archétype de l'ange gardien. T'as le vagabond, que tu rencontres souvent quand tu es en milieu de vie, que tu te cherches, que moi j'utilise sous le nom d'explorateur. Donc en fait, il y a des milliers d'archétypes, mais qui découlent tous, quand on observe, de 12 archétypes, qui sont ceux que j'utilise dans le modèle, l'innocent, le besoin de sécurité, le statu quo, le besoin de se sentir appartenir et d'intégrer des normes, ceux de notre environnement, euh, le héros, sur le besoin de maîtrise de soi, de se dépasser, l'ange gardien, le besoin d'être utile, et puis comme ça, il y a 12 gros archétypes. Je sais pas si on les nomme, si on va pas donner trop d'infos et perdre les gens, Oui. mais t'en as des milliers d'autres, mais qui se rattachent tous à cela. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le nombre 12 est aussi symbolique. 12 mois dans l'année, 12 apôtres, euh, 12 signes du zodiaque. Et en fait, derrière les archétypes, c'est un langage symbolique. Mais quand on vient au monde, on pose déjà un regard symbolique sur le monde avant de savoir parler. Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est pour ça que ça me captive autant les archétypes. C'est que on n'en est pas on n'en est pas conscient. Mais c'est le premier langage naturel de l'âme. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Le langage de l'âme. Parce que avant même de savoir parler, tous les enfants parlent le langage des archétypes. Je suis attiré par une personne dans l'archétype de la maman. Je suis attiré par tel symbole, par telle lumière, etc., etc. Donc on parle déjà un langage symbolique et archétypal avant de savoir aligner une quelconque phrase. Et là, moi, j'ai un enfant qui a 1 an et je le vois. Tout ce qui l'attire, c'est de la symbolique. Il a déjà une perception de ce qui est dangereux, ce qui est bon pour lui. Et tout ça, c'est des symboles archétypiques. Et lui-même, il est en train de vivre l'histoire d'un archétype qui est activé chez lui. Ils vont vivre au monde dans l'archétype de l'innocent. On parle d'ailleurs de l'innocence de l'enfance. Puis après, on passe par le statu quo. Et là, le mien, il va sur ses 1 an et il est rentré là-dedans. Et le statu quo, il vient normaliser des normes. Et donc, c'est là où les enfants peuvent un peu tester les limites aussi, ou en tout cas sont plus à l'affût de ce que papa, maman peuvent dire. Ah tiens, c'est pas bien, c'est bien. Il est en train d'intégrer tout ça. Hmm. Et c'est fascinant à observer. Ouais, c'est fascinant, effectivement. Donc, tu as parlé du livre. Est-ce que justement, tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre? Euh, déjà, alors pour les entrepreneurs qui nous écoutent, écrire un livre, pour moi, c'était aussi gagner en crédit. Donc ça, c'est le huitième que je fais. Et le premier que j'avais fait, c'était pour asseoir ma vision de l'orientation scolaire et professionnelle. Ça m'a beaucoup aidé pour développer mon activité. J'ai sorti 4-5 livres sur le sujet de l'orientation. Et puis les archétypes, j'avais commencé à en parler dedans. Tu vois, dans le dispositif Nathan, il y a des bribes. Et puis il y a comment j'utilise les archétypes pour trouver sa voie. Et puis dans mes premiers livres, j'en parlais, mais de manière à la surface. Et en fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de livre sur le sujet, comme moi je l'entendais. Sur le coaching archétypal, il n'y a pas grand-chose. Et donc je me suis dit, mais en fait, Alex, toi, tu as vécu l'expérience du soi, tu as expérimenté les archétypes toutes ces années, ça fait 8-10 ans que tu es dedans, bah fais-le. Et en fait, il y a quelques livres sur les archétypes, mais soit c'est ésotérique, euh, soit ça va pas dans le détail vraiment de ce qu'on peut faire avec, tu vois, soit c'est très institutionnalisé. Je les ai à peu près tous lus, les livres sur les archétypes. T'en as un que j'ai beaucoup aimé, Caroline Myss. Euh, mais elle parle de contrat sacré, et donc il y a un délire un peu genre avec des jetés de dés, et puis très ésotérique et mystique. Et tu dis,
Bon, ça fait pas trop coaching, ça, hein, mais intéressant quand même. Et puis après, sinon, sur le marché, tout vient du marché US, quoi. Et là-bas, on est plus sur le branding avec les archétypes. Parce que les archétypes, en France, on connaît peut-être plus ça déjà de ce point de vue-là. Les archétypes de marque. Toute marque, quand elle crée son identité de marque, utilise les archétypes pour parler au subconscient et créer une histoire autour de ses produits et de ce qu'elle vend. Et, euh, et donc, vu qu'il n'y avait rien sur le coaching archétypal, je me dis, on va asseoir la démarche, on va montrer tout ce qu'on peut faire, on va parler des travaux de Jung, et puis surtout, je vais pouvoir partager aussi une façon d'évaluer les siens. Parce que souvent, quand tu fais une lecture sur un outil de profilage de personnalité, ben, tu identifies un profil. Le MBTI qui est très connu, ben, tu fais une lecture ou tu fais le test, t'es INTP, INFP, un seul profil. Alors qu'en réalité, tu as tout en toi. Et si tu vas pas voir les fonctions à l'opposé de toi, ben, tu vas te priver d'une sorte de plénitude. Mm. Alors que dans le fond, c'est tout ce qu'on cherche. Et les archétypes ont vraiment, quand tu fais le test, c'est vraiment euh, un- une roue qui évalue tous tes archétypes et puis tu vois qu'il n'y en a pas un qui n'est pas activé chez toi. Et s'il n'est pas actif, s'il y en a un qui n'est pas activé, souvent c'est ce qui nous manque dans notre vie pour nous sentir bien. Donc ça met en lumière vraiment, waouh, tout ce qui nous prive d'un sentiment de plénitude, c'est vraiment ça. Mm. Je confirme. C'est vraiment un outil puissant, effectivement. Moi qui ai également fait pas mal de tests de personnalité, j'ai même fait le MO2I, donc ton mode opératoire identitaire itératif, qui donne ton mode de fonctionnement. Et puis finalement, c'est vrai que voilà, la ProcessCom m'a aidé quand même déjà, ça a été un grand premier pas. Et par contre, les archétypes, ouais, c'est magique parce que en réalité, on comprend effectivement ces dynamiques. On est animé, on n'a pas une étiquette d'archétype. Et donc, on voit les leviers en fait manquants, comme tu l'as énoncé, effectivement. Quand on regarde ben, son archétype le plus bas, si je prends moi dans mon cas, effectivement, ben, je sais que c'est ce qui me manque aujourd'hui à travailler pour être un peu plus animé de l'archétype qui est celui du comique, par exemple. Ouais, 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 on a travaillé beaucoup sur ça parce que c'était euh, aussi t'amener en conscience que souvent derrière ce que tu caches, se cache le cache. Moi, j'ai cette punchline qui m'a sorti ma copine qui est coach aussi. Ouais. Et je fais, mais putain, mais dingue! Et en fait, oui, derrière les archétypes qui sont pas activés chez nous, tu as des leviers d'expansion. Dans l'entrepreneuriat, pareil. Moi, j'ai le statu quo qui peut activer, mais en fait, c'est tout ce dont j'ai besoin pour attirer de nouveaux clients, Ouais. permettre aux gens de se sentir appartenir à mon univers. Et alors, c'est pépite. Mais oui, c'est génial. Et en plus, je trouve ça bien que tu l'aies fait étant animé par l'archétype du sage. Ça veut dire que tu as fait un vrai travail de profondeur puisque tu as ce besoin de comprendre avant de passer à l'action. Et du coup, tu nous proposes aujourd'hui quelque chose d'assez qualitatif. Enfin, moi qui suis dans les coulisses, du coup, dans la formation, c'est un vrai régal. Trop bien, merci. Et puis, il y a aussi, quand on est dans le sage, il y a aussi ce besoin que ce soit pédagogique. Et parfois, en fait, de loin, on peut se dire, oh, les archétypes, l'inconscient, ça a l'air, Carl Gustav Jung, ça a l'air compliqué. Et effectivement, quand tu prends l'œuvre de Jung, oh putain, ouais, faut autant qu'il y ait les livres, hein, c'est très deep et puis parfois c'est des mots qui sont pas simples. Et justement, moi je voulais pas tomber là-dedans. Vraiment quelque chose de simple. Et tu vois, les archétypes, des élèves qui sont en sixième, qui ont 12 ans, on peut aborder le sujet. Mais ça demande, encore une fois, d'être pédagogue, c'est aussi simple que ça. Et ce qui est intéressant avec le modèle, c'est que quand tu comprends comment fonctionnent ces archétypes, bah même la process-com, même le MBTI, même les diagrammes, bah tu prends conscience que tout ça, c'est des modèles archétypaux. Et du coup, tu viens mettre un autre niveau de profondeur, je trouve. Moi, la process-com, ça m'a permis de le voir autrement. L'énéagramme, ça m'a permis aussi. Tiens, bon, ok, t'as une base, mais en fait, il y a aussi tous les autres qui vivent en toi. Et je trouve, c'est un peu ce que je reproche parfois aux outils de typologie, c'est que on oublie qu'on a tout en nous et qu'on peut aller chercher ces archétypes. Et que si on fait pas l'effort d'aller les chercher, bah, c'est comme, imagine, on a une relation tous les deux. Toi, tu as besoin qu'on prenne en considération ta personne, très empathique. Moi, en process com, il est assez haut. Mais si je fais pas l'effort d'aller chercher cette ressource en moi,
ben, ça mismatch. Je te nourris pas, et puis je me nourris pas. Si dans une relation de couple, c'est super intéressant aussi, je peux faire le parallèle avec ma copine, ça nous a énormément aidé pour comprendre ce qui se jouait entre nous. Tiens, toi, tu as besoin tout le temps de faire des nouvelles choses, moi j'ai besoin du statu quo dans la vie quotidienne. Et si on fait tout le temps des nouvelles choses et que, tiens, on a emménagé là, puis après, un an plus tard, on déménage, j'ai pas le temps de me poser. Et ça me met un peu en PLS. Et donc, ça permet d'être clair avec tout ça. Et ça sublime nos relations amicales, professionnelles, de couple. Et l'humain, c'est ça aussi, hein. On travaille sur soi avec les archétypes, mais après, avec les autres, qu'est-ce que j'en fais? Bien, je comprends ce qui anime l'autre, et puis je sublime notre relation parce que je le nourris, et puis je sais faire en sorte de me nourrir avec cette personne. Merci, merci, merci. Alors, quelles sont les deux, trois valeurs qui te portent derrière ce projet actuel? Euh, il y en a deux grosses. La première, c'est transmettre. J'aurais jamais pensé ça, mais en réalité, je suis un archétype de l'enseignant. La finalité de sa légende personnelle, c'est de transmettre, c'est d'enseigner. Donc, je dis plus transmettre qu'enseigner, parce que souvent, quand tu es dans enseigner, il y a une sorte de hiérarchie qui se crée. Et moi, ce que j'aime, tu vois, là, j'essaie de rentrer à la fac de Genève pour donner des cours. Mais en fait, soit j'enseigne et donc il y a cette hiérarchie, soit je transmets. Et dans transmettre, pour moi, il y a expérience. Je peux vous faire expérimenter les choses. Et on est assez horizontal et on vit les choses ensemble. Donc, transmettre, pour moi, c'est une manière de, de vivre intensément le modèle. La transmission, la conscience. Pour moi, le monde, la seule chose qui lui manque pour qu'il y ait la paix dans le monde, euh, pour qu'il y ait la paix dans le monde, il faut qu'il y ait la paix dans le cœur des gens. Et ça passe par comprendre que l'ennemi est une part de moi. Et que ce que je reproche à l'un, c'est aussi peut-être quelque chose que je fais moi-même. Tu vois, on peut regarder les politiques qui se tirent dessus. Dans le fond, qui a vraiment les mains blanches? Ben, personne. Et, et on mettrait de la conscience là-dedans, il n'y aurait peut-être pas de conflit et le monde serait peut-être un peu plus sain au niveau géopolitique. Donc vraiment la conscience, je trouve que c'est la seule chose qui nous manque et ça m'anime énormément. Apporter de la conscience. La dimension spirituelle aussi est très importante. Je trouve qu'elle est liée, mais c'est pas forcément la même chose. Il y en a une, c'est apporter la conscience par la connaissance. Et puis la spiritualité, moi, ça m'a fait énormément de bien de nourrir ma dimension spirituelle, qui est simplement la dimension du sens aussi. Et donc ça me mue beaucoup. Que chacun nourrisse sa dimension spirituelle. Et quand on rentre vraiment dans le deep de ça, fut un temps, j'avais travaillé sur la laïcité, parce que je voyais qu'en France, il y avait plein de... Ça se tire partout. Avec les archétypes, pour moi, tu reviens à l'essence de tous les courants de croyances. Tu vois, tu as la religion dogmatique et puis derrière, tu as l'essence spirituelle. Et en fait, la spiritualité, ça rassemble. Là où parfois la religion peut avoir l'impression que ça divise parce que justement c'est dogmatique. Moi, ce qui m'a beaucoup animé, ce qui m'anime toujours, mais c'est plus en off, c'est vraiment ça. Avoir ce côté fraternel, tu vois. Et moi, les archétypes m'ont permis ça. J'avais des stéréotypes sur la, sur la religion musulmane, fut un temps. Et quand je suis allé au bout de mon exploration, 2015-2017, j'ai été au temple bouddhiste, j'ai vécu des trucs avec les bouddhistes, j'ai été vivre le ramadan avec les musulmans. Une des expériences qui m'a le plus apporté d'un point de vue humain, parce que j'étais face à mes stéréotypes. On était juste après le Bataclan en plus, donc tu vois, j'étais en plein dans, dans, dans les stéréotypes qui faisaient l'actualité. Et putain, j'ai goûté la fraternité. J'ai fait putain, mais c'est dingue en fait. J'avais des préjugés. Je projetais des choses. Je projetais un archétype de tiens, t'appartiens à telle communauté, t'es comme ça. Et quand j'ai partagé ce moment, bah, putain, j'étais juste face à moi-même, tu vois. Ça m'a beaucoup ému pour ça. Je vais dans les églises évangéliques, je vais dans des églises normales. Et en fait, tout ça est prétexte à moi me nourrir à l'intérieur, tu vois. Et ça passe par vivre des expériences avec d'autres personnes qui sont aussi dans une mouvance spirituelle. Et ça, je trouve, que c'est super beau. Déjà de la vie pour soi. Après, une humanité qui fait l'effort d'aller chez les autres. Bah, c'est une humanité qui apprend à aimer, même ceux qui sont pas comme eux, tu vois.
Et je trouve que la paix, ça passe par là. Donc vraiment, il y a ces trois valeurs. Transmettre, conscience, spiritualité. Mais ça va plus loin que ces Magnifique. mots. Enfin, parce que spiritualité, il y a tellement de définitions. Transmettre, pourquoi? C'est ça que ça active chez moi. D'accord. Et donc, bah, ça me permet de rebondir sur les archétypes, justement. On parle de 12 grands archétypes et parfois on en rajoute un 13e qui serait cette connexion à quelque chose de plus grand que soi. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ouais, alors la finalité d'un modèle de connaissance de soi, c'est apporter de la connaissance de soi. Mais, et c'est là où on arrive au cadeau que Carl Jung nous a fait, c'est la conscience qu'on a tous un soi, un grand soi, le soi avec un S majuscule. Et ce soi-là, pour lui, c'est notre totalité psychique. Donc, quand on accède à ça, on guérit. On guérit, on sort de la dépression, on pourrait avoir une sensation je sais pas si, quel est le mot, une sensation de joie que tu n'expliques pas. Euh, une sensation peut-être même de grâce pour certains vont te dire. Et le soi, au-delà d'être notre totalité psychique, c'est aussi l'image que l'on a de Dieu. Il appelait le soi l'imago Dei. Et en fait, tu regardes le Christ, c'est une figure du soi. Beaucoup de personnes se disent, ben, le Christ, oui, on le vénère et tout, on l'idolâtre, alors que la finalité du message même du Christ, c'est pas de l'idolâtrer, c'est de marcher dans ses pas. Et c'est de devenir soi-même le Christ, de faire jaillir le Christ de l'intérieur de nous. Et c'est une image d'individuation, tu vois. Mais n'importe quel Dieu, c'est une projection de notre soi. Et la finalité de la religion, normalement, c'est censé nous permettre de nous lier à ça. Et donc, il y a quelque chose de nourrissant qui m'apporte de la plénitude, qui vient nourrir mon âme, parce qu'en fait, ça permet à l'ego et le soi de se lier. Une pratique spirituelle ou une pratique religieuse, quand elle est bien faite et qu'on est conscient de ça. C'est moi, ego, petit personnage, qui se lie à mon moi divin, qui est plus grand que ce petit personnage qui a des blocages, qui sait pas prendre sa place, tout ça, tout ça. Le soi, juste il est. Et c'est une énergie de dingue. Quand tu fais l'expérience du soi, tu vis une sorte d'éveil, hein. Bouddha, pareil. Bouddha, c'est une figure du soi aussi. Et Bouddha, il te dit pas, tu vénères Bouddha. C'est Bouddha, c'est un statut. Et tu atteins ce rang-là quand tu es éveillé. Donc pareil, c'est un cheminement qu'on a à faire pour accéder à ce soi. Et quand tu vis ça, tu comprends ce que c'est Dieu. Tu n'as même pas besoin de le comprendre. Tu l'expérimentes. Et moi, j'ai vécu ça en 2017, première fois que j'ai fait l'expérience du soi. Et c'est une expérience qui a changé ma vie. Ça a changé ma vie. L'espace de 20 secondes, l'univers est né en moi et je suis tombé en lui. Et j'ai eu l'impression que cette expérience a duré 6 heures alors qu'elle durait quelques secondes. Euh, c'est très étrange à expliquer parce qu'il y a vraiment quelque chose qui jaillit de l'intérieur. Moi, j'ai été empli d'une lumière blanche. Ça a jailli de moi, mais à la fois, je suis tombé dedans. Et c'était un blanc immaculé, une sensation d'amour. J'étais conscient de tout ce qu'il y avait autour de moi. C'était dans une retraite. Et, et à la fois, c'est ce fameux je suis que tu expérimentes. Et après, bon, bah, tu l'expérimentes, ça vient confirmer plein de choses. Et puis après, il y a vivre à partir de là. Et quand tu vis à partir de là, c'est là où non, t'as plus besoin de coaching, t'as plus besoin de thérapie, parce que c'est comme si Dieu lui-même portait tes projets, te portait toi. Mais c'est le comble de l'homme de ne pas pouvoir rester là-dedans. Et donc on accède au soi, puis après on s'en déconnecte, et puis après on recherche une reconnexion. Et en fait, c'est une danse comme ça incessante de l'ego et du soi, de moi et de cette sensation de plénitude, qui est la vraie finalité du travail de développement personnel. C'est la pierre que sont censés trouver et tailler les francs-maçons, la pierre philosophale, c'est une métaphore du soi. Tous les trucs les plus deep dans les mythologies, tous les trésors à trouver, c'est ça. Le Graal que cherchaient les Templiers, c'est ça, c'est cette sensation. D'accord. Tu as parlé de développement personnel. Finalement, le terme que tu utilises aujourd'hui, c'est un peu plus révélation personnelle.
Ouais, c'est exactement ça. Mm. Et moi, ça m'a énormément apporté le développement personnel pour gagner en confiance. Et c'est génial. Ça apporte énormément. Sauf qu'il y a cette idée de croissance de l'ego. Et en fait, on s'en aperçoit pas forcément, mais du coup, c'est dans, OK, plus de connaissances, plus de formation, plus de coaching, plus de ceci, plus de cela. Et je me développe personnellement, donc je crois, entre guillemets. Il y a cette idée de croissance. Sauf que tu rajoutes parfois des couches dans ce développement. C'est tiens, ok, bah tu vois, par exemple, je fais les archétypes, alors, bah, je suis sage, et en fait, je viens rajouter une couche. Et puis il y a des personnes qui se perdent là-dedans, tu vois. Je fais l'énéagramme, je suis telle base. Puis il y a des personnes qui se perdent dans une façon d'être. Alors que révélation personnelle, eh ben, en fait, si j'enlève les couches, je porte des masques parce que mes parents, parce que l'environnement me fait porter ces masques, je les enlève, j'apprends à les enlever. J'explore mes parts d'ombre. Et j'aperçois que tout ce que j'aime pas chez l'autre, en fait, ça dit des choses de moi. Waouh, qu'est-ce que ça dit? Et comment j'apprends à vivre avec ça? Qu'est-ce que je fais avec un peu ma merde intérieure, tu vois, Mm. que j'ai tendance à projeter chez l'autre. Et donc, c'est vraiment prendre conscience de tous ces process, d'où le côté révélation personnelle. Comme un oignon. Comme un oignon faut qu'on enlève les couches, et puis au cœur de l'oignon, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas vraiment de noyau, en fait, hein. C'est des couches sur des couches aussi. Oui. Et donc, quand tu enlèves la dernière couche, bah, il n'y a plus rien. Mais c'est dans le rien qu'on trouve le tout. Si on va dans la métaphore. Et l'expérience du soi, c'est vraiment ça, en fait. C'est un dépouillement de l'ego. Et Carl Jung disait toujours, bah, c'est ça, il disait toujours, une rencontre directe avec le soi est toujours une mort de l'ego. Parce que tu disparais en tant que tel. Tu sais que t'es l'autre fille, mais t'es bien plus que l'autre fille. Et quand j'ai fait Mm. l'expérience, je savais que j'étais Alexandre. Et à la fois, ça n'a tellement plus d'importance. Et après, tu reviens. Ouais. Fascinant. Fascinant. Et moi, ça me fait penser aussi aux réponses qu'on va chercher à l'extérieur, qui sont finalement, pour beaucoup, présentes à l'intérieur. Cette connexion à nos archétypes, à quelque chose de plus grand aussi. Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà vécu depuis longtemps. Et puis les archétypes, c'est venu mettre en lumière ou me confirmer finalement que j'avais beaucoup de réponses à l'intérieur, que ce que je vivais à l'intérieur me donnait déjà une direction, un chemin à suivre. Ouais, dans le fond, ouais, cette phrase qui m'a beaucoup impacté il y a 3 ans. Dans le fond, on est guidé, mais on n'écoute pas. On est Mm. guidé, mais on n'écoute pas. Et les grands maîtres spirituels, dans le fond, ils entendent, il y a une petite voix, et ils mettent dans la matière. Et en fait, on est guidé, il y a des idées qui viennent, il y a des envies, et puis ça nous paraît trop grand, ou alors ça nous fait peur. Mais non, je vais pas faire ça quand même. Putain, ce serait bien que je fasse ça. Ah, ça me mettrait vraiment en joie. Mais parce que ça demande de l'effort, c'est beaucoup plus facile de connecter à l'idée que de vivre l'idée dans la matière. Alors que si vraiment j'écoute et que je mets dans la matière, c'est là où la magie opère. Il y a un murmure de Dieu, un murmure du divin, et, et ça demande beaucoup de dévotion et de lâcher prise que d'écouter. Mais dans le fond, oui, tout est là. C'est dans le coaching, c'est intéressant, tu vois. On est tous les deux dans ce sujet-là, mais dans le fond, on n'a pas besoin d'un coach. Personne n'a besoin d'un coach. Et c'est ça aussi qui fait la valeur du coaching. Parce que du coup, vu qu'il n'y a pas de besoin, c'est du désir. Et c'est porté par quelque chose de beaucoup plus élévateur. Je trouve que j'ai besoin de toi, tu vois. Parfois, tu as besoin d'un thérapeute pour te sortir de ton trou, pour te livrer. Par contre, un coach, pas forcément besoin, mais c'est un accélérateur. J'ai le désir d'aller plus vite. J'ai le désir d'être dans l'intimité de cette personne. J'ai le désir d'aller chercher chez lui quelque chose que j'ai envie de trouver chez moi. Mais moi, on n'en a pas besoin. Mais c'est Mm. tellement élévateur. Tu vois, et c'est ça, même dans la relation que ça crée. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quand tu parles de besoin, effectivement, tu as quand même des gens qui sont dans le besoin d'avoir un coach parce qu'il y a un besoin d'avoir une méthode.
Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que parfois on est dans le mauvais espace, l'espace du manque. Mhm. Et donc, enfin, en termes de niveau de conscience, on n'a pas le bon niveau de conscience pour évoluer. Donc, ce que j'ai pu regarder sur le terrain, c'est que les gens qui sont justement dans ce niveau de conscience-là ont des difficultés, même avec une méthode, à accéder à l'objectif souhaité, avoir plus de clients, avoir plus d'argent. Euh, voilà. Ouais, parce qu'en fait, justement, comme tu dis, ça part du manque et ça part pas du bon espace. J'attends une méthode et en fait, euh, dans l'idéal, c'est simple. C'est simple et en plus, c'est miraculeux comme méthode. Et ça vient tout de suite mettre de la pommade sur sur ce manque, sur ce trou qui est en moi. Et du coup, je comprends pas l'essence même de la méthode que le coach me donne. Et c'est pour ça que t'en as, ils enchaînent coaching, 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 coaching sur coaching. Et en fait, ben, il se passe rien d'une année à une autre chez eux. Mais parce qu'en fait, ils sont dans un délire de consommer le programme, dans l'espoir de combler ce manque. Alors que le mieux, c'est je prends un coach. Et déjà, si je l'ai pris, c'est qu'il y a un truc qui résonne. Et je me soumets totalement à ce qu'il me propose. Mais soumettre dans le sens dévotion. Là où on peut avoir tendance à, ok, bah, je suis dans un coach. Mais moi aussi, hein, j'ai fait cette erreur, hein. Euh, je suis dans un coaching, et puis tiens, je suis tagué par une pub, le mec il présente une méthode miracle, ah bah je vais m'inscrire à son webinaire, et puis en fait, il y a des gens comme ça tout le temps, ils passent de, je suis coaché, accompagné, je suis quand même des webinaires, et puis en fait, c'est comme ce qu'on disait avec le magicien, l'innocent, c'est des histoires différentes, ben, il se vit la même chose là. Ce que dit mon coach, parfois, c'est pas la même histoire qu'un autre. Il y en a, il va te dire, faut faire du marketing d'attraction, puis d'autres, ils vont te dire, faut faire du setting, il faut y aller. Et donc tu valides, même si c'est pas une méthode qui te correspond, est-ce que ça signifierait que tu es appelé à aller chercher une autre énergie d'un autre archétype, par exemple? Ouais, bah, ce qu'on fait en coaching archétypal, et la personne, on regarde c'est quoi ses archétypes à elle, c'est quoi qui l'anime. Par exemple, Mm. sage magicien. Ok, la finalité c'est de transmettre. Un ange gardien, un thérapeute, c'est d'accompagner. Ok, ces archétypes-là, si je les resplendis, si je suis à fond dedans, ça va se voir et ça va attirer naturellement des personnes. Moi, dans le sage, j'attire des personnes qui ont envie de découvrir les archétypes, qui ont envie de monter en compétences, de gagner en expertise. Toi-même, toi-même, on a raisonné pour ça. Et tous mes clients dans les programmes sont tous venus chercher le magicien qu'ils voyaient chez moi. Et en fait, ils sont venus l'activer chez eux. Après, c'est pas parce que tu, tu resplendis cette énergie que des clients viennent. Parce que ces clients, bah, soit effectivement, tu prends ta place et puis tu brilles, entre guillemets, tu es sur les réseaux, tu fais des conférences, etc. Et les gens te voient. Mais ces gens, il faut les faire venir à toi à un moment. Et donc, c'est la question vient, comment je vais créer du lien avec eux? Et moi, dans les archétypes qui étaient peu activés, j'avais le comique, l'amoureux et le statu quo. C'est les trois archétypes qui nous permettent de nous lier aux autres. Donc, est-ce que les gens venaient à moi? Bah, si je m'affiche et qu'ils me voient, oui, mais c'est beaucoup plus puissant que j'aille nourrir les besoins de ces archétypes, du coup. Le comique, ben, que j'allège un peu mon discours et que je sois moins dans la pédagogie et c'est un enseignant, mais plus c'est fun et qu'est-ce que ça m'apporte? L'amoureux, c'est l'intimité. Comment je crée de l'intimité avec les gens? Et donc, du coup, là, je pars, moi, je fais des DM, je vais vers les gens, je leur propose des ressources, je les Ah, écoute et génial. je rentre en intimité avec eux. Et ça vient aussi nourrir le statu quo, qui est un archétype de lien, que les gens se sentent en lien. Tu vois, et ma stratégie en ce moment, c'est faire des confs. Fut un temps, c'était des webinaires. Moi, j'ai besoin de voir les gens en vrai. Et c'est vrai que ça me nourrit. Donc, je vais nourrir ces parts de moi qui sont très peu activées dans le fond, parce que je vis pas l'histoire du statu quo. Mais j'ai besoin quand même de me sentir en lien avec des gens. Eh bien, la question est comment je vais créer une sorte de momentum au service de ces archétypes qui sont pas activés chez moi. Et parce que je vais les activer, eh ben, je vais connecter aux gens. Puis tu as des personnes, c'est l'inverse, tu vois, ils vont avoir l'archétype de l'innocence, c'est très pur, et puis à la fois du sage, ils ont envie de transmettre leur truc en toute innocence. Mais peut-être que il leur manque une expertise, ou il leur manque de la
de la confiance ou une Mm. sensation de pouvoir pour se sentir légitime. Et donc on a besoin d'activer le magicien. Ou peut-être que ces personnes-là, euh, elles attendent que tout vienne à eux. L'archétype du héros est peu développé. On va mettre on va mettre en activité le héros pour que la personne, ben justement, elle aille dans. Faut se dépasser à un moment. Si les gens viennent pas, s'il se passe rien, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire. Et qu'est-ce qui est pas activé chez toi? Bah tiens, le héros est pas activé. Si on allait l'activer. Le rebelle, pareil. Et si, alors le rebelle, c'est pas juste faire le sbeul dans la rue. Et derrière, ce qui motive le rebelle dans nos vies, il y a la crise d'ado, qui est un très beau parallèle. Eh bien, dans le rebelle, il y a j'aime pas l'idéal de mes parents, j'en veux un autre. Et ben, dans mon activité, ça pourrait être ça. Tiens, aujourd'hui, c'est ça que le marché propose. Moi, je suis pas du tout aligné avec ça. Voici ce que je vous propose. Tu vois, il y a cette énergie. Je prends position. Et peut-être que la personne, on va l'accompagner vers ça. Et chaque archétype, sa stratégie. Ok. Ouais, donc on utilise ces archétypes. Bon, après, faut-il encore les connaître, ceux qui sont les plus bas, mais il y a quand même une importance, enfin, moi qui me semble ouais, primordiale, c'est d'être aligné avec les méthodes qu'on va nous proposer, notamment pour aller démarcher des clients. Aujourd'hui, c'est vrai que toi, aujourd'hui, tu utilises des techniques. Je pense que tu as regardé avant que ça correspondait bien à quelque chose qui te parlait, en lien avec tes archétypes les plus bas. Tu t'es dit, bah, c'est peut-être le challenge aujourd'hui d'aller chercher cette énergie. Ouais, c'est exactement ça. Je sais que je vais devoir l'activer. Ça va être inconfortable. Comment je fais pour que ce soit confortable? Et c'est là aussi où je couple avec la process com. Je trouve une manière écologique. Tu Ouais, vois. Je trouve une ok. manière écologique de me mettre en action. Je trouve une manière écologique d'aller connecter aux gens, même si c'est pas facile pour moi. Je te donne un exemple tout frais. Ben, j'anime une conférence à Genève la semaine prochaine. Et alors j'ai mis de la pub sur les réseaux, mais après je veux aussi faire venir des étudiants. Parce que il n'y a pas de psychologie archétypale dans les facs. Ils font 10 ans d'études pour certains Ouais, et en fait, ils connaissent pas plus que ça Carl Jung. Et c'est bien dommage. Et donc, moi, je veux aller transmettre en fac. Ça, c'est un énorme goal. Et soit je démarche la fac, soit, entre guillemets, je convertis les étudiants. Et je leur montre à quel point c'est dingue pour que eux-mêmes soient friands et qu'après, ce soit plus réceptif quand je vais proposer quelque chose à la fac. Et donc, je suis allé hier faire les 5 étages de la grosse fac à Genève. Je me suis imprimé des petits flyers, puis je suis allé voir tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça a pris 2h30. euh, et j'ai encore des flyers, donc je vais retourner demain. Et donc, ça, c'était très inconfortable, hein. J'étais en mode, quand je suis monté tout en haut au cinquième, tu sais, au début, je marchais, je fais, bon, bah, qui je vais voir? Je fais, oh, putain, non, je vais monter en haut, puis je vais descendre. Et en fait, je suis dans une stratégie. Qu'est-ce que je fais? ouais, Comment j'aborde les gens? Dans mon sage, il est en mode genre, il réfléchit, réfléchit. Puis, puis j'étais vraiment PLS, j'avais vraiment peur d'aller voir les gens, parce que c'est pas du tout confortable. Je fais, ok, vas-y, héros. Je respire dans le héros. Et je suis allé voir mon premier groupe, et ça s'est super bien passé, et j'ai kiffé. J'ai trouvé ma façon d'aborder les gens, mon brise-glace. Et du coup, je me suis fait tous les étages, tous les groupes d'étudiants, et je sais pas combien de personnes j'ai vu hier, tu vois. J'ai dû parler à 70 étudiants. Et, euh, et j'ai kiffé. Et j'ai kiffé. c'est génial. C'est le passage à l'action, mais surtout la bonne action, quoi, finalement. Ouais, et puis c'est surtout aussi apprendre à aimer ce qu'on n'aime pas. Tu vois? Mm. Aller voir les gens, on est beaucoup dans une énergie promoteur qui, moi, est assez haut dans ma process com. C'est, je suis une énergie davantage yin, donc j'apprécie que les gens viennent vers moi plutôt que d'aller vers eux. Mais aussi, à un moment, il faut initier les choses. Et donc, faut aller chercher l'autre versant, encore une fois. Ce que je Ouais. disais sur le MBTI que je déplore un peu parfois, INTP, bah du coup, tu te penses à travers ça. Alors qu'en fait, si t'es I, t'as besoin, si t'es introverti, t'as besoin aussi d'aller chercher l'extraverti. Si t'es dans la tête, t'as besoin aussi d'aller davantage dans le corps, dans les émotions. Mm. Et c'est là où se débloquent les choses. Ouais. Et j'ai kiffé. Et j'ai rencontré des étudiants en psycho, où j'ai vu que ouah, ça confirme un marché en même temps pour moi, tu vois. Ça va au-delà d'inviter des gens dans une conférence. Putain, c'est dingue, il y a des personnes en fait qui peuvent pas venir,
Mais je leur ai donné le fly, j'ai donné un QR code, ils ont mon site, ils vont faire leurs tests, ils vont recevoir mes masterclass. Et en fait, ça va bien plus loin qu'une invitation. Et ça, faut en avoir conscience que, waouh, en fait, tout ce que j'aime pas aujourd'hui, si je le fais et que j'apprends à l'aimer, ça va débloquer des trucs. Tu vois, et je me sens assez isolé parce que je viens de déménager à Genève. Oui. Bam, connexion. Ouais, totalement. Puis c'est en cohérence, pardon, avec tes valeurs profondes, tes valeurs fondamentales. Donc, Oui, c'est finalement, cohérent. Ouais. tu vas être dans la transmission et c'est permettre à des gens qui ne savaient pas que tu existais, que tu existes et que tu as quelque chose à partager qui pourra changer des vies, hein. C'est exactement ça. Donc il y a beaucoup de sens dedans. Mm. Mais c'est le passage à l'action, hein, comme tout, hein, c'est toujours ça, hein. Et c'est pour ça qu'on Ouais, prend un coach en mode genre, ah, j'ai besoin d'un coach pour apprendre à démarcher les gens. Oui, moi je l'ai fait. J'ai fait venir un coach de vente à la maison. Bon, ben, il a juste été derrière moi. Il m'a dit, bah vas-y, t'envoies 60 DM. ouais, J'ai dit, ok. Puis après, il m'a accompagné quand même sur qu'est-ce que je dis aux gens. Parce que, tu vois, c'est aussi, en tant que coach, c'est important d'être coaché. Moi, je sais où sont mes points faibles, et souvent, c'est dans la relation. Mais le fait d'avoir fait venir cette personne, d'avoir investi, d'avoir payé pour que cette personne vienne, ouais. ça a débloqué quelque chose chez moi. J'ai été aussi chercher son énergie qui était très éloignée de la même. Et du coup, j'ai Mm. beaucoup plus de facilité d'aller dans cette énergie. Parce que je l'ai expérimenté pendant 2 jours où il était chez moi. Tu vois. Oui, Et comme ça, il avait une base promoteur qui, moi, est éloignée. Il est venu, j'ai payé pour cette base. Et en fait, ça m'a permis d'activer la mienne. Et c'est ouais, comme avec les archétypes, idem. Tous les coachs que je prenais, fut un temps, ils étaient beaucoup dans l'archétype du statut, du comique. Et j'avais pas réalisé pourquoi j'allais chez eux. Mais j'allais chez eux parce qu'en fait, le mien n'était pas activé. Et j'allais nourrir ok. cette part de moi. Ok. Ouais, donc c'est ce que tu dis, hein, finalement, on va se connecter à une personne parce qu'on a le même archétype ou alors parce qu'on va le chercher parce qu'il est très bas chez nous sans s'en rendre compte. Ouais, c'est exactement ça. D'un point de vue vraiment pur vente, pourquoi les gens vont venir chez moi? Soit je transpire un archétype et les personnes ont besoin d'activer celui-ci chez eux, ou Ouais, alors ils sont en train de cheminer vers lui. Soit, et c'est paradoxal, cet archétype que je représente à ses yeux, il n'est pas activé chez lui. Et du coup, la personne va venir nourrir cette part d'elle dans mon univers. Et c'est paradoxal comme ouais. comportement. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux ajouter ou c'est ok pour toi? Non, je pense que c'est pas mal. Il y aurait tellement de choses à dire. Ouais. Euh, Sur ma chaîne YouTube, là, si tu veux rediriger les gens Oui. dessus, je fais des vidéos vraiment pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un archétype, comment ça fonctionne dans notre inconscient. Et j'active le mode YouTube là, pour transmettre la chose. Ouais. Donc, c'est un univers fascinant. Juste découvrez vos archétypes. Découvrez même ce qu'est un archétype. Lisez Archétype, le langage de l'âme. Et Et ta formation? c'est fascinant. Et Archetype Mastery, si vous voulez apprendre le coaching et la thérapie archétypale, euh, pareil, qui est fascinant. Thérapie archétypale que je vais vous faire vivre là à partir de l'année prochaine. C'est 7 séances pour aller libérer tout ce que nos archétypes ont engrammé en nous et qui peuvent nous freiner. Et donc à la fois c'est un processus de libération émotionnelle et à la fois c'est un processus de montée en conscience. Et bon, ça va être dingue. Et j'ai hâte de vous le faire vivre. Et c'est quelque chose que j'ai pas proposé encore, puisque ça, c'est le truc qui m'a demandé le plus de travail, parce qu'il fallait trouver vraiment la méthode. Et aujourd'hui, je vais utiliser le breathwork et les états modifiés de confiance pour faire ce process. Et en 7 séances, tu as fait vraiment un voyage à travers tes 12 archétypes pour libérer autant qu'activer tout ce qui est activé chez eux. Et, euh, et ça, je pense que ça va être une grosse part de ce que j'ai partagé en 2026, ouais. Ok, c'est Ouais. génial. Mais de toute façon, je vais mettre le lien en dessous pour rediriger vers tes réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Au moins, ça permet aux gens bah, du coup d'aller un peu plus loin pour ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent juste avoir de l'information sur les archétypes aussi.
Et ceux qui veulent aller plus loin pour se former, du coup, si tu as encore des places dans ta formation, pourront y aller. Ouais, carrément. Ok. Carrément. Trop bien. Merci Bon, à toi, génial. l'autre fille. Avec plaisir. Ce fut un plaisir et un échange hyper enrichissant et je pense qu'on en aura d'autres puisqu'il y a plein de sujets à aborder. Oh oui. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis vous aurez les informations en dessous de la vidéo. Merci. Ciao. Ciao.